Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se revoit encore une fois pour un cours de psycho ce qui va apporter donc du coup sur l'annonce du diagnostic d'une maladie grave. Donc là, on va commencer les cours de psycho qui sont beaucoup plus faciles et courts. Donc on commence. Pour le plan du cours, on va avoir donc du coup tout d'abord une introduction, annonce du diagnostic d'une maladie grave, donc les attitudes et les attentes, que ce soit donc du coup l'attitude et les attentes du médecin, le patient, l'entourage du patient, les effets psychologiques de l'annonce et les arguments pour ou contre de l'annonce. On verra aussi comment réussir l'annonce du diagnostic d'une maladie grave et les principes réglementaires des modalités d'annonce. Et on finira par une conclusion. Donc, l'introduction. L'annonce du diagnostic d'une maladie grave fait partie de notre métier de médecin et reste un moment éprouvant. C'est-à-dire que c'est un moment un petit peu en quelque sorte difficile d'annoncer au patient qu'il a donc du coup telle ou telle maladie ou là telle affection. Donc c'est un moment clé, donc c'est un moment important. Quand on dit que c'est un moment clé, ça veut dire qu'il est important. Plus. Donc c'est un moment clé dans tout processus thérapeutique. Donc processus thérapeutique, c'est un processus qui va viser à soigner. D'accord? Donc ça c'est un N. Et pour le médecin qui l'annonce, car la charge émotionnelle est très importante dans notre situation, qui lui est censé rassurer, soulager et soigner, et non pas annoncer de mauvaises nouvelles. C'est-à-dire que le médecin, il est beaucoup plus censé soigner, d'accord, donc apporter du réconfort que apporter le mal-être et les mauvaises nouvelles aux gens. Et pour le patient, donc du coup, on oublie que c'est un moment vraiment très éprouvant. Voilà le mot éprouvant. Donc, on a dit que et pour le médecin ici, d'accord? Donc, et pour le médecin, et pour le patient et son entourage, d'accord? Un instant où toute sa vie bascule, comme si le ciel m'est tombé sur la tête, disent souvent nos patients. Et c'est une expression vraiment très courante dans la vie de tous les jours. Donc, on continue toujours avec l'introduction. Pour cela, le médecin doit utiliser de tout un savoir-faire médical pour limiter les dégâts. Car il existe des réactions psychologiques à l'annonce du diagnostic, parfois violentes et graves, de la souffrance et du désarroi par conséquent. Donc, très bien. Donc, le médecin, il doit faire de son possible pour que l'annonce de la maladie grave, elle se passe bien, d'accord? Parce que sinon, on peut avoir des réactions qui sont violentes et graves, d'accord? Donc, de la souffrance, en fait, le patient, au fond de lui, quand il prend mal la nouvelle, c'est que la majorité du temps, il en souffre, d'accord? Et c'est un grand désarroi pour lui. Désarroi, c'est comme le... Désarroi, c'est le mécontentement, si on veut, d'accord? Mécontentement, d'accord? Donc, quelqu'un de mécontent, ça va être l'inverse de quelqu'un qui est content, d'accord? Donc, c'est quelqu'un, on applique la souffrance et le désarroi et par conséquent préserver l'engagement du patient dans la lutte contre cette maladie. Parce que quand le diagnostic il est mal fait, ça va automatiquement avoir un mauvais effet, d'accord, sur l'observance dont on a parlé hier, qui est le fait que le patient va suivre son traitement. Donc bref, il ne faut pas nuire. Nuire, ça veut dire faire du mal, d'accord? Donc le rôle du médecin n'est pas de nuire, mais d'aider son patient. S'il y a bien un domaine où c'est le serment d'Hippocrate, quoi, s'applique, c'est celui de l'annonce du diagnostic d'une maladie grave. On va voir que le médecin devra faire preuve de beaucoup d'humanisme. Donc on passe au premier élément du cours, annonce du diagnostic de la maladie grave, les attitudes et les attentes. On va d'abord parler, donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par une maladie grave? Parce qu'une maladie grave, le patient, et une maladie grave, le médecin, c'est pas la même chose. Donc on va d'abord voir la définition de la maladie grave. Le sens est différent qu'on a pour le médecin qui le délivre et pour le patient qui le reçoit. Pour le patient, en fait, elle est définie par son pronostic, d'accord? Son pronostic en termes de morbidité et de mortalité. Pour lui, l'annonce de la maladie qu'il aura, c'est ce qui va un petit peu évaluer à quel point il a des chances de vivre ou là, à l'inverse, de mourir. Le type
et la lourdeur des traitements proposés, l'impact de la maladie et des traitements sur la qualité de vie du patient fonctionne. Donc, en fait, le patient, c'est quoi pour lui une maladie grave? Pour lui, une maladie grave, c'est une maladie qui va l'empêcher de vivre un petit peu, d'accord? Donc, elle est définie par son pronostic. C'est important de retenir les mots qui sont écrits en gras. Donc, elle définit son pronostic, donc en termes de morbidité et de mortalité, le type et la lourdeur du traitement, c'est-à-dire que si ça va être une maladie chronique, le traitement il sera quand même un petit peu lourd pendant longtemps et ça sera pour lui un petit peu plus difficile à prendre. L'impact de la maladie sur la qualité de vie du patient, c'est-à-dire sur le plan fonctionnel, est-ce qu'il sera encore autonome, est-ce qu'il pourra faire les choses par lui-même, etc. Sur le plan aussi psychologique, parce que ça va beaucoup l'affecter, donc affectif et socio-professionnel. Quel impact ça aura sur sa vie professionnelle au travail? Est-ce qu'il pourra continuer de travailler, etc. Mais pour le médecin, donc en plus des critères de susciter pour le patient, peuvent se rajouter de la culpabilité, de la peur et un malaise face à la mauvaise nouvelle. Le médecin, il peut un petit peu culpabiliser. Culpabiliser, ça veut dire quoi? C'est se rejeter la faute. C'est-à-dire, le médecin, il va se sentir un petit peu mal en quelque sorte, d'accord? Donc, il va se jeter la faute à lui-même, d'accord? Donc, se rejeter la faute. Donc, pour le médecin, en plus des critères suscités qu'on applique le médecin, ce qu'il va ressentir, ça va être de la culpabilité. Je suis trompée de crayon. Donc, ça va être de la culpabilité, de la peur et un malaise face à la mauvaise nouvelle. Il ne sait pas comment est-ce que son patient va prendre la nouvelle et ça peut, en quelque sorte, un petit peu le déstabiliser. Donc, maintenant, on va passer à la seconde partie de l'élément du cours. La liste des maladies graves est longue. Donc, qu'est-ce qu'on considère comme maladie grave? La première c'est les cancers, d'accord? Donc, c'est le prototype de la maladie grave. Vous allez dire à quelqu'un, tu as une maladie grave, il va directement penser au cancer. On peut aussi avoir des maladies neurologiques, donc ça, c'est des exemples. Des maladies génétiques, comme la mucoviscidose, par exemple, infectieuses, et des maladies psychiatriques, donc qui seront beaucoup plus d'ordre mental qu'autre chose. Donc les maladies graves qu'on applique, ça peut être les cancers, d'accord? Donc on peut avoir comme maladie grave le cancer, des maladies neurologiques, maladies génétiques, infectieuses et psychiatriques. Alors, donc là, on va voir comment est-ce que l'annonce, donc le médecin face à l'annonce, comment est-ce qu'il va réagir. Donc le médecin face à l'annonce, qu'il soit spécialiste ou généraliste, que ce soit le spécialiste ou le généraliste qui pose le diagnostic de maladie grave, est conscient que c'est un moment vraiment crucial et déterminant pour la qualité de l'observance de tout le projet thérapeutique. Un moment crucial, ça va être un moment qui est déterminant, d'accord? Donc, il est vraiment très, très, très important. Donc, il est important, plus. Ici, il y a un petit n, d'accord? Donc, c'est un moment qui est vraiment très important, d'accord? Pour la qualité de l'observance, qu'on applique, ça va être la relation entre le patient et son traitement, d'accord? Entre le patient et son traitement. Donc, pour la qualité de l'observance et pour le projet thérapeutique, donc le fait que le malade devra prendre donc du coup ses médicaments. Il se posera toutes sortes de questions, d'accord? Donc, les questions qui reviennent le plus souvent. Donc, est-ce que annoncer le diagnostic ou non à son entourage? Si oui, comment le faire? Est-ce que le médecin va annoncer à l'entourage, donc à la famille, généralement c'est la famille, l'entourage. Donc, est-ce que le médecin va annoncer à la famille du patient qu'il est malade ou non, et s'il va le faire, comment est-ce qu'il va le faire? Donc les réponses à ce questionnement ont changé dans le temps et ont connu un véritable changement. Avant les années 60, 90% des médecins n'informaient pas leurs patients de leur diagnostic de cancer 20 ans après. Donc en fait, avant, l'élément c'est que avant les médecins, donc, les années 60, c'est-à-dire il y a à peu près 70 ans de cela, donc avant 70 ans, les médecins n'annonçaient pas les diagnostics de cancer à leurs patients. Parce que quand le diagnostic est fait,
beaucoup de patients le prennent vraiment très très mal. Donc du coup, ils arrêtent carrément de vivre. On va le voir un petit peu plus tard. Donc n'annonce pas le diagnostic de cancer. Mais Doka, après les années 90, d'accord, donc les années 90 وراح 90% des médecins annoncent le diagnostic de cancer. C'est-à-dire que les temps ont changé. Avant, comment est-ce que l'annonce de la maladie ou qui fait Doka, ça n'a absolument rien à voir. Parce qu'avec le progrès, etc., les patients sont beaucoup plus rassurés et ils le vivent, disons, un petit peu mieux. Même si ce n'est pas le cas de tous les patients. Donc, l'attitude du médecin face à l'annonce dépend de sa personnalité, de son fonctionnement psychique, de sa formation professionnelle et du niveau de stress auquel il est soumis. Comment est-ce que, donc, Hadouma, c'est la awamil, le médecin, quand il va, donc, du coup, faire l'annonce à son patient. Donc, on a vu la réaction du médecin, c'est-à-dire que comment est-ce que le médecin il va réfléchir lorsqu'il va devoir faire le diagnostic. Donc là, on va voir la réaction du patient. Donc le patient passe à l'annonce. Plusieurs études montrent que 90% des patients souhaitent connaître leur diagnostic et de façon rapide. Ceci dit, les exceptions ne manquent pas. Donc la majorité des patients, c'est-à-dire ils ne veulent pas rester dans le déni, mais les 10% ils savent qu'ils sont malades au fond d'eux, mais ils ne veulent pas le savoir, soit ils veulent continuer de mener une vie un petit peu normale, disons, ou là ils ne veulent pas tout simplement voir la vérité en face. Donc, Naya souhaite que l'annonce soit faite par le médecin traitant lors d'une consultation et non au téléphone. Ça, c'est important à retenir. Donc, l'annonce d'une maladie grave, elle doit se faire en face à face, d'accord? Elle doit se faire lors d'une consultation et non pas au téléphone. C'est pas quelque chose qu'on va appeler. On ne va pas appeler au téléphone un patient pour lui dire voilà, vous avez le cancer. Non, il y a Ndibo en face de nous, il faut qu'on lui parle, qu'on lui explique la situation, etc. On va voir les points plus tard. Donc, l'information concerne le choix thérapeutique, les effets secondaires, les symptômes et la survie sous traitement. C'est-à-dire que le patient, quand on va lui annoncer, le patient, il va toujours vouloir savoir c'est quoi les médicaments qu'il va prendre ensuite, les effets secondaires les médicaments, les symptômes, etc. Et le traitement, à quel point est-ce qu'il demande l'eau, sa survie, d'accord? Parce que du cas, le patient, tout ce qu'il voit, c'est sa survie. Toutefois, les patients ne réagissent pas tous de la même façon. Leur attitude dépend de leur personnalité et du fonctionnement psychique, tout comme le médecin, d'accord? Donc, l'entourage du médecin Hadaya face à l'annonce, les réponses à la question « Faut-il révéler le diagnostic à l'entourage proche du patient ?» varient selon le modèle familial. La famille traditionnelle, c'est-à-dire qu'avant, le médecin, il annonçait le diagnostic à l'entourage du patient, mais pas au patient. C'est-à-dire qui présente le soutien essentiel du patient, parce que c'est sa famille, disons, qui va le supporter le plus, estime que le diagnostic soit géré par la famille et que le malade n'en soit pas informé dans 60% des familles traditionnelles. Avant, c'est comme ça que ça marchait. La famille savait, mais pas le patient. Les effets psychologiques de l'annonce du diagnostic d'une maladie grave. Donc, il faut dire que la maladie grave entraîne en général des troubles de l'image du corps, surtout quand c'est une maladie somatique, comme le cancer par exemple, etc., le patient ne va plus voir son corps de la même façon. C'est-à-dire que pour lui, son corps, il sera un petit peu plus à lui, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il va un petit peu sentir qu'il perd le contrôle à son propre corps. On aura aussi un changement dans la relation avec autrui, mais avant qu'il n'apprenne qu'il soit malade. Dépendance à autrui, c'est-à-dire qu'il va plus vraiment dépendre de lui-même parce que pour lui son corps, disons que en quelque sorte à l'ashqa, donc du coup il va vouloir chercher le soutien à les personnes qui l'entourent, donc il aura une dépendance à autrui. On aura aussi un changement des projets de vie, quelqu'un par exemple qui prévoyait de beaucoup voyager, quelqu'un qui prévoyait de faire beaucoup de choses dans la vie. Dès qu'il va apprendre qu'il est malade, ça va un petit peu le stopper, disons. Donc il va se dire ah non, à cause de ma maladie je ne pourrai pas faire ça, etc. On a aussi un questionnement existentiel devant la mort. La majorité des patients, ils disent qu'au pire des cas je vais mourir, et là il y a un grand questionnement donc devant la mort, qu'est-ce que la vie après la mort, etc. Donc
ce genre de questions. On aura aussi un retentissement sur la qualité de vie du patient et sur sa santé. Et c'est une chose tout à fait logique. Une fois que le patient sait qu'il est malade, les effets etc. Donc, il va beaucoup moins mieux vivre. L'impact délétère sur la santé d'une annonce faite de manière inappropriée peut entraîner des effets somatiques liés à une mauvaise compliance au traitement, etc. Donc, ce qu'on a vu ici, c'est tous les effets qui sont un petit peu, disons, normaux. D'accord? Là, ça arrive au patient et c'est tout à fait normal. Si l'annonce est bien faite, c'est normal d'avoir ça au début, d'accord? Mais si durant tout le processus maladif, donc juste au début, ça se règle soit par la consultation d'un psychiatre, etc. On va voir ça plus tard. Donc, on applique l'impact délétère sur la santé d'une annonce faite de manière inappropriée, donc une manière, disons, faite aléatoirement, d'accord, d'une manière anarchique. Donc, par exemple, s'il appelle au téléphone qui lui dit « Oui, voilà, vous avez un cancer » et qu'il ne lui donne aucune explication, ni comment le traitement va se passer, etc., c'est quand même très mauvais pour le patient, d'accord? Donc, ça peut entraîner des effets somatiques liés à une mauvaise compliance. La compliance, on l'a hier, donc la vidéo précédente, la compliance, ça va être à quel point le patient, il va se soumettre à un traitement. Donc, c'est la soumission au traitement. D'accord? Donc, compliance, complaisance, un petit peu observance, c'est donc un petit peu camel, le même sens et la même chose. Donc, on applique, ça peut entraîner des effets somatiques liés à une mauvaise compliance au traitement et des effets psychologiques. D'accord? Donc, le patient, qu'est-ce qu'il va avoir? Il peut avoir des troubles anxieux. L'anxiété, ça se rapproche un petit peu du stress. D'accord? Donc, il peut avoir des troubles anxieux, des états dépressifs, des conduites suicidaires, équivalent suicidaire, donc refus alimentaire ou refus thérapeutique. Le patient, il va donc du coup refuser de manger et il va refuser également de prendre ses médicaments. Un refus de conduite, donc une conduite de refus, pardon, donc ça va être la majorité du temps un refus de communiquer qui peut aller jusqu'au mutisme. La personne ne parle vraiment plus, donc il y a absence du langage parlé. On peut avoir aussi des troubles du sommeil, à type d'insomnie, d'endormissement et de mentisme. Le mentisme, c'est des ruminations anxieuses, c'est-à-dire que la personne sera tellement anxieuse qu'elle ne dormira plus la nuit. Insomnie quasi totale, réveil fréquent durant le sommeil et insomnie du petit matin. Ça peut aussi avoir des impacts sur la qualité de vie. Donc, plusieurs études montrent que quand l'annonce du diagnostic est mal faite ou de façon peu claire, la qualité de vie du patient est détériorée. Parce que le patient, il est inquiet, il n'a pas assez d'informations sur sa maladie. Donc, ça va vraiment détériorer son mode. À présent, nous allons voir les arguments pour et contre l'annonce du diagnostic au patient. Les gens qui sont contre le fait que le médecin annonce la maladie grave au patient, ils ont comme argument ne pas annoncer au patient le diagnostic de la maladie grave, évite de l'exposer aux effets néfastes d'une mauvaise nouvelle, donc anxiété, dépression et suicide. Et des gens ils disent quand on n'annonce pas au malade ce qu'il a, ça va lui éviter donc les effets délétères de l'annonce de la maladie et qui sont tout à fait normaux dans un premier temps. Tant que ça ne dure pas bzef, c'est normal, d'accord? Donc ils vont carrément lui éviter Kamel a dit que l'anxiété, la dépression, le suicide, etc. Et il le permet de contourner parfois les difficultés diagnostiques et pronostiques, donc incertitude, imprévisibilité de l'évolution. Il dit, en fait, des fois, le médecin, vu qu'il n'est pas sûr du diagnostic, etc., que la belouche, comment est-ce que la maladie, elle va annoncer, ça peut aussi être bénéfique en quelque sorte pour le médecin. D'accord? Donc ça, c'est les arguments des gens qui sont contre. Donc là, on va voir les arguments des gens qui sont pour l'annonce de la maladie grave au patient. Donc, annoncer le diagnostic de maladie grave révèle de l'éthique. L'éthique, c'est la façon de se comporter. Donc, ethics, terminal, etc. Mais bon, c'était business ethics. Donc, on parle de ce qui est médical. Donc, annoncer le diagnostic de maladie grave révèle de l'éthique, d'accord? Le respect de l'autonomie de la personne et il consolide, donc il est beaucoup plus solide, la relation médecin-malade et il offre la possibilité d'aide et d'accompagner psychologiquement et socialement le patient interna. On devrait annoncer la maladie grave au patient parce que ça va renforcer la relation médecin
malade, d'accord? Et puis ça donne la possibilité au médecin d'accompagner le patient diallo, donc de l'accompagner, ça veut dire de l'aider, que ce soit sur le plan social, psychique, etc. Et par conséquent, l'annonce est indispensable et doit respecter certaines étapes qu'on va voir, donc suivre le prochain élément. Donc, Huma, d'après eux, vu que le médecin peut jouer un grand rôle et bien aider le malade, il faut indispensablement, d'accord, donc impérativement, faire l'annonce au malade vu l'importance que ça aura plus tard sur son évolution, sa vie, son développement, etc. Donc, on va voir comment réussir l'annonce du diagnostic d'une maladie grave. Donc, déjà, on va d'abord parler de ce qu'il faut aux médecins et aux malades, d'accord? Et puis ensuite, on parlera des étapes. Donc, d'abord, on va parler du prérequis et du requis. Donc, le prérequis, tout d'abord, lors de l'annonce du diagnostic, il faut avoir à l'esprit qu'il existe un déséquilibre de la relation médecin-malade. Ça veut dire que le médecin, d'ailleurs, il est situé beaucoup plus haut que le niveau du malade. Et ça représente en quelque sorte la connaissance du médecin. Disons que Hadia, c'est une échelle de connaissance, d'accord? Donc, la connaissance du médecin, elle est située beaucoup plus haut que celle du malade. La bulle du médecin, elle est là. La bulle du malade, elle est un petit peu plus en bas. Parce que le médecin a un bagage scientifique qu'il a appris de ses études, il a de l'expérience et il s'appuie sur l'équipe. Alors que le malade, en fait, il est en situation d'isolement, d'accord, subissant une nouvelle qu'il ne maîtrise pas et sans compétence a priori pour y faire face. Personne n'est vraiment prêt à ce qu'on lui fasse une annonce de t'as une maladie grave dont il est le principal concerné. Ce déséquilibre permet la compréhension des interactions difficiles. Donc, vu qu'il y a le déséquilibre entre le médecin et le malade, ça nous donne un petit peu plus d'informations pour comprendre pourquoi est-ce que Kain a le déséquilibre. Donc, si l'on veut que cette étape d'annonce soit bien menée et la plus fonctionnelle possible, et surtout la plus confortable sur le versant psychologique, donc qui ne va pas causer beaucoup de dégâts au niveau psychologique et du patient et du médecin, le médecin doit faire attention à son comportement verbal, donc à ce qu'il va lui dire, et à son comportement non verbal. Donc, les manières qu'il va faire, quand le patient par exemple, s'il est stressé et qu'il bouge son pied, le patient il va remarquer ça, etc. Ça va le stresser aussi. Donc, si il fait des grimaces avec son visage pour lui dire que ah là là, votre maladie elle est grave et tout, le patient il va vraiment se sentir très très mal, d'accord? Et ça va perturber le patient sur le plan psychologique. Donc, verbalement, et non verbal, donc ça va être la mimique, la gestuelle, les grimaces, les regards, etc. D'accord? Le médecin doit construire une relation médecin-malade solide basée sur la confiance et surtout l'empathie. L'empathie, c'est que le médecin va se mettre à la place du patient. D'accord? Donc, c'est la faculté à se mettre à la place de l'autre. Se mettre à la place de l'autre. D'accord, donc le médecin il va se mettre à la place du malade, il va se dire oui c'est pas facile etc. pour lui, donc il va faire de son mieux pour que l'annonce se passe bien. Le médecin doit analyser ses propres modalités, de réaction et ses stratégies de défense renvoyant à la situation personnelle vécue qui ont été pour lui peut-être un petit peu pénibles. Donc le médecin il va faire attention à ce qu'il va dire, d'accord. Il va faire attention à comment il va se comporter, surtout s'il a déjà eu un membre de sa famille qui a eu la même maladie, etc. Donc, ça peut un petit peu l'affecter, il n'y a pas de souci. Il s'isole, il reprend ses esprits, mais il will le patient comme si de rien n'était, d'accord? C'est pas bien de laisser le vécu affecter ce genre de relation. Donc, il doit aussi bien gérer ses émotions pour ne pas être débordé, d'accord? Il ne faut pas qu'il soit débordé et submergé par ses émotions, d'accord? Donc, ou au contraire, se montrer dénué de toute réactivité émotionnelle. Ça veut dire qu'il ne va pas essayer d'aller à oui, puis le patient, non, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas si grave, c'est très grave ce que vous avez, vous pouvez mourir. Voilà, c'est rien du tout, donc il faut que le médecin trouve un certain équilibre. Il doit offrir à son patient l'espace et
on va mettre celui-là ici. Donc, il doit offrir à son patient l'espace et le temps pour que ce dernier exprime ses interrogations, ses réactions, ses commentaires, ses craintes et aussi ses appréhensions. Donc, en gros, le médecin doit aussi laisser au patient le temps de s'exprimer, de vouloir, il pose des questions sur sa maladie, etc. Lazim yisma'lou, il lui répond et il lui donne les informations qu'il demandera. Donc là, on va voir le processus de l'annonce du diagnostic d'une maladie grave, d'accord? Donc déjà, wish lazim, avant d'annoncer, il faut un temps de préparation, d'accord? Donc le médecin, il doit déjà se préparer lui-même et l'annonce va se faire en plusieurs étapes. Donc lazim, un temps de préparation, il faut la présence d'un proche, les explications, il faut qu'elles soient claires, voire écrites sur la maladie, d'accord? C'est mieux si le médecin, il peut écrire ses explications. La réponse à toutes les questions posées le jour même, donc sur place. Une discussion sur les sensations vécues par le patient, c'est-à-dire que Hadama, il va lui dire oui, voilà, j'ai eu de la douleur, je me suis senti anxieux. Le médecin, il doit l'écouter et le guider. Et une attitude rassurante par le médecin. Le médecin, il doit vraiment toujours aller vers la rassurance, d'accord? Il va essayer de mettre au maximum possible son patient à l'aise. Donc, on va commencer par la première étape qui est de se mettre dans des conditions matérielles et temporelles appropriées. Donc, on va d'abord parler du cadre, d'accord? Donc, pour le cadre, ça doit être un lieu qui va être calme, d'accord? Il faut que ce soit un lieu confidentiel où le médecin ne sera pas dérangé. Ça, c'est très, très, très important. Où il ne sera pas dérangé tout le temps par des personnes ou par le téléphone. Le médecin, il éteint son téléphone de préférence lorsqu'il commence à parler, du diagnostic à son patient. Une position de face à face, d'accord? Donc, moi, face au patient, il va dire oui, allez-y, continuez. Donc, voilà, vous avez un cancer. Non, il faut que ce soit une discussion vraiment très sérieuse, face à face. Il ne faut pas qu'il y ait des choses qui vont le déranger, d'accord? Donc, son déroulement est fixe le temps, donc il ne faut pas que ça soit inférieur à 45 minutes, d'accord? Donc, 45 minutes minimum pour parler au patient de sa maladie, de bien lui expliquer, d'écouter ce qu'il a à dire, etc. C'est très important à savoir. Ensuite, donc, on va faire... Désolée. Donc, ensuite, on va ici faire un rappel de la situation clinique, d'accord, et vérifier que le patient partage cette analyse. On va donc du coup se mettre d'accord avec le patient. Voilà, on est bien d'accord que vous avez ressenti ça ces derniers temps, que vous avez fait des analyses et qu'on a trouvé ça et ça. Donc on va refaire une synthèse un petit peu. D'accord, on va revoir la situation, comment est-ce qu'elle a avancé ces derniers temps. Donc, en reprenant les éléments anamnestiques, donc recueillis pendant l'anamnèse, le médecin recherche des éléments précis pour argumenter et éliminer tout diagnostic différentiel recourant à des questions fermées. Les questions fermées, c'est les questions auxquelles on n'a pas vraiment beaucoup de réponses, d'accord? Donc, on va éviter les questions fermées. Tout au long de ce processus, le médecin reformule les dires du patient pour vérifier que l'un et l'autre sont sur la même longueur d'onde, et ça c'est très 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 important. Pourquoi Donc ça c'est très 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 important. Par exemple, quand il va vous dire votre patient, oui voilà, j'ai ressenti une douleur un petit peu ici, un petit peu par là, etc. Le médecin, il va essayer d'être le plus clair possible, d'accord? Donc il va vous dire, d'accord, donc la région thoracique, etc. Donc on est sûr qu'il n'y a pas de malentendu entre le médecin et le patient. On va aussi obtenir une demande explicite de la part du patient. Donc, une demande explicite de la part du patient. Avant de délivrer la moindre information, le médecin doit s'assurer que le patient est bien dans une demande explicite de compréhension de ce qui lui arrive. Si le patient ne veut pas comprendre ce qui lui arrive, le médecin ne va pas l'obliger à entendre et qu'il est préparé donc du coup pour recevoir une nouvelle diagnostic. Il est préparé, le patient là à recevoir la nouvelle bellique, il a telle ou telle maladie et qu'il va suivre tel et tel traitement. D'accord? Donc, annoncer graduellement la nouvelle avec des mots simples en plusieurs fois. Le médecin doit adapter son langage, donc son langage à celui de son patient ou l'entourage de ce dernier. Il ne va pas dire des mots qui vont les blesser, etc. Le médecin évitera autant que possible d'utiliser un vocabulaire médical qui est inaccessible au sujet. Il ne va pas lui dire, voilà, vous avez des palpitations, Non, il va lui parler avec un langage un petit peu bancal, disons, d'accord? Donc, le langage
populaire les يفهموا كاع الناس. Il introduit les informations médicales par étapes, mais tout d'un coup, il va lui dire voilà, vous avez ça et ça et ça. Non, il va y aller tout doucement, par étapes, d'accord, de manière graduelle, en évitant que le sujet soit submergé par une quantité trop importante d'informations qui peut bloquer toute capacité de réception. Quand il reçoit beaucoup d'informations, à un moment, il tarlaq, mais il faham walou. Donc le médecin, il va tout faire pour éviter que ça arrive à son patient. Le médecin invitera le patient à poser des questions. Donc, on va carrément proposer au patient de poser des questions. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions à poser, etc. Tout au long de l'entretien pour vérifier qu'il a compris. Le médecin peut répéter certains messages clés, d'accord? Donc, il va insister vraiment sur tous les mots qui sont vraiment importants pour que le patient comprenne bien Ouchbe. Le médecin peut demander au patient ce qu'il a retenu. Si une information à tonalité négative est remise, elle doit toujours être accompagnée de propositions concrètes pour répondre au problème. Il va lui dire, oui, c'est vrai, vous avez du mal à respirer, etc. Mais il y a le médicament, il y a ça qui peut vous aider, il y a ceci, cela, d'accord? Vous avez le cancer, oui, certes, mais il y a beaucoup de personnes qui sont guéries grâce à la chimiothérapie, etc. Donc ça, c'était pour annoncer graduellement la nouvelle avec des mots simples et en plusieurs fois. Donc on va encourager l'expression des émotions du patient. On va aborder l'aspect émotionnel dans l'étape d'annonce du diagnostic, d'accord? Donc il est important d'annoncer l'aspect émotionnel. D'aborder, l'aspect émotionnel. Et très important, donc dans ce sens, le médecin repère l'émergence émotionnelle chez le patient. Ça veut dire que le médecin, il doit un petit peu savoir comment est-ce que son patient vient de prendre la nouvelle, surtout quand elle est dure, etc. Donc le médecin, dans une attitude empathique, qui a la capacité de se mettre à la place de l'autre, donne du temps. D'abord, il faut lui laisser le temps au patient et la place pour s'exprimer sur ce plan, légitimer ses émotions, respecter l'effort consenti pour y faire face. Donc il va lui donner du temps, il va lui dire on peut faire une pause si vous voulez, d'accord, je peux m'arrêter, je peux répéter le point, etc. Il doit vraiment mettre son patient à l'aise. Il doit aussi le rassurer, d'accord, mais sans être dans l'excès. Oui, vous avez un cancer, etc. Mais ça peut aller. Mais oui, mais vous allez guérir, c'est sûr, à 100%, etc. Il va lui mentir un petit peu en quelque sorte, rien que pour le rassurer. Et c'est très mauvais. Ni faire la consolation précoce, les haduka, qui est néfaste pour le patient. Néfaste, ça veut dire délétère, donc meshimleha. Enfin, il faut assurer une transition entre ces moments d'expression émotionnelle et la suite des éléments informatifs. Mais si le patient il est en train de pleurer, etc., devant vous, vous allez en rajouter une couche et lui dire « Ah, mais en plus, votre maladie, la majorité des gens qui l'ont, ils en meurent. » Non, on va d'abord prendre en compte les émotions du patient, etc. Et on va essayer de ne pas lui rajouter plus de négativité. Allez, vous l'avez déjà fait. Il faut également que le médecin gère ses propres émotions, d'accord? Donc, le médecin doit aussi gérer ses propres émotions et ne pas se laisser submerger par ces dernières. Pour cela, il peut... Même le médecin, il peut par exemple faire des pauses, etc. si cela nécessite lors de l'entretien. Il faut aussi expliquer la suite au patient. Donc le médecin fait une synthèse de l'entretien. Il va un petit peu répéter tout ce qu'ils ont dit, d'accord? Donc, il balise le terrain en quelque sorte. Il anticipe les prochaines étapes à venir, donc les prochains rendez-vous, les plannings des explorations à prévoir, etc. Il va lui dire, oui, voilà, monsieur, on a fini l'entretien. Donc, voilà, la ouchatan la liuma. J'espère que vous m'avez compris. Donc, on va se revoir encore une fois pour un prochain rendez-vous qui sera programmé tel jour. Vous allez me faire telles analyses, les hajibhom tel jour aussi, comme ça, on pourra commencer le processus thérapeutique. Il faut vérifier que le malade a bien compris, d'accord? Donc, voilà, c'est ce que exprimé et ce qu'il souhaitait. Inscrire tous ces éléments dans le dossier médical au cas où votre malade, il ira à notre service par exemple, là, il ira consulter un autre confrère à vous. Ça sera un petit peu comme un lien avec le dossier médical entre vous deux. Principe réglementaire concernant les modalités d'annonce du diagnostic. Donc,
L'information incombe à tout professionnel de la santé de respecter les règles. Cependant, la volonté d'une personne peut être retenue dans l'ignorance. C'est-à-dire que si le patient choisit de ne pas vouloir savoir où je vais, on ne lui dit pas où je vais, d'accord? Donc c'est une volonté qui doit être respectée, sauf lorsque la maladie du patient elle peut être à risque de transmission. Par exemple, quelqu'un qui a le sida, même s'il ne veut pas savoir, on lui dit où je vais. Parce que le danger, ça devient carrément un danger pour toute la société. Donc le médecin, il est aussi tenu responsable si la maladie, elle va... si le malade, il va aller jeter son sida un petit peu partout, d'accord? Donc le code de déontologie médicale précise que cette information doit être loyale, claire et appropriée. La personne malade participe au choix thérapeutique la concernant. Donc on ne va pas imposer à un patient un traitement qu'il ne veut pas prendre. Si le patient ne veut pas le prendre, on chauffe s'il y a une solution alternative. Idem à une solution alternative, on va essayer de le convaincre, mais on ne force jamais quelqu'un donc à prendre un traitement qu'il ne veut pas prendre. L'annonce du diagnostic d'une maladie grave est une étape, donc en conclusion, c'est un petit résumé de tout ce qu'on vient de dire, d'accord? Il n'y a rien de nouveau, il me semble, Naya. Donc voilà, on arrive à la fin du cours. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'aurai résumé et expliqué un petit peu mieux le cours. Voilà, c'est fini. Bon courage à vous.